Bonjour à tous, c'est le montage qui vous parle. Juste une toute petite chose avant que la vidéo commence, on va traiter de sujets qui sont pas forcément hyper cool et tout ça, et je sais pas YouTube ce qu'il en est par rapport à ça. Donc il y a de grandes chances pour que la vidéo soit pas vraiment mise en avant à cause du sujet dont on va traiter. Alors, le meilleur moyen pour vous de m'aider à l'heure actuelle, ça sera de liker, de partager, de laisser un petit commentaire. Ça vous coûte rien et je vous en serai extrêmement reconnaissant. Je vous remercie et on passe tout de suite à la vidéo. Merci beaucoup. Bonjour. Si je vous dis qu'au Portugal, on conserve la tête des tueurs en série dans du formol ou qu'on retrouve Jack l'Éventreur grâce à Secret Story, ça risque de vous faire tiquer. Et pourtant, ces faits sont bien réels. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux tueurs en série du Portugal très très connus. Voici leur histoire. Nous sommes en 1810, en Galice. Diogo Alves voit le jour dans une famille paysanne très très modeste. Assez jeune, il chute à cheval et se rattrape maladroitement sur sa tête, ce qui lui vaudra le surnom de Pacanda, ce qui signifie coup. Heureusement, ou pas, tout va bien pour lui, il s'en sort indemne et sans séquelles. À l'âge de 19 ans, sa famille l'envoie travailler à Lisbonne, et malgré quelques petites galères, il communique régulièrement par courrier. Il change plusieurs fois de travail et il galère à trouver sa place à Lisbonne. Alors petit à petit, Diogo cesse d'envoyer du courrier à sa famille. Il tombe alors très rapidement dans les jeux et dans l'alcool et rencontrera assez rapidement celle qui sera reconnue comme la relation qui aura fait de Diogo ce qu'il est devenu. Et cette personne se nomme Maria di Parreirinha Gertrude. Gertrude, pour les intimes. Parreirinha, ici, est une référence aux pieds de vigne qui grimpent le long des charpentes. Voilà, pour la petite histoire. On ne connaît alors pas tout à fait la date de son premier meurtre présumé. Je dis présumé, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard, vous allez comprendre. À l'époque, Lisbonne n'est pas ce qu'elle est à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus petit, et un aqueduc, l'aqueduc d'Aguas Livres, permet de rejoindre le centre-ville depuis la campagne. Donc c'est un aqueduc qui est très fréquemment utilisé. Maintenant, je vais vous demander de faire un effort et de vous imaginer en 1830 environ. Vous êtes un marchand, un paysan, ou tout simplement un étudiant qui désire rejoindre le centre de Lisbonne. Donc vous passez par cet aqueduc. Arrivé au point culminant de celui-ci, comptez environ 60-65 mètres, vous faites la rencontre d'un homme qui y attend. Arrivé à sa hauteur, cette personne va s'approcher de vous, vous parlez gentiment, tout se passe bien, et puis son comportement devient étrange, ses paroles deviennent étranges. Vous vous méfiez, et vous avez raison. Parce que ce qu'il se passe, c'est que vous allez vous faire détrousser par Diogo. Il en veut à votre bourse. Sauf que Diogo, il aime pas laisser de traces, et encore moins de témoins. Et comme il ne souhaite pas être dénoncé, et que l'aqueduc est quand même suffisamment haut, vous ne rejoindrez jamais Lisbonne. Et vous serez considéré comme un accident, malheureusement. Le problème est que la hauteur est telle qu'il est possible qu'on ne vous reconnaisse même pas, tellement la chute sera haute et la réception douloureuse. Ce qui permet à Diogo d'être tranquille et de pouvoir continuer ses actes, étant donné que la police, à ce moment-là, pensera qu'il s'agit tout simplement de suicide, d'accident volontaire, entre guillemets. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dénombre environ une 70 victimes, 70, et on n'est même pas sûr du chiffre. Potentiellement, il y en avait plus. Genre, beaucoup plus. Vous imaginez bien que la police, impuissante devant tant de cas étranges, et la police de l'époque, ne cherchant pas plus forcément à résoudre ce mystère, pensera, comme je vous l'ai dit, qu'il s'agira de suicide. Donc plutôt que de chercher vraiment à élucider ce qu'il se passe et chercher la raison du pourquoi du comment, il préfère tout simplement fermer l'accès à l'aqueduc. Mais Diogo, lui, eh ben ça l'embête. Ça l'embête parce que c'était son gagne-pain. Et donc, avec l'aide de Parreirinha, il va monter un gang qui va comporter 9 personnes au total, dont lui, et ses membres sont en premier Enterrador, ou Fossoyeur, connu sous le nom de João das Pedras, un Galicien lui aussi, travaillant comme simple ouvrier.
Également Bessor Achado, ce qui signifie bouche déchirée, donc connu sous le nom de Joaquim Manuel da Silva, qui lui est cordonnier et ancien soldat, enfin surtout déserteur. Nous avons aussi P. de Danza, donc à savoir le danseur, connu sous le nom de José Claudinho Coelho. C'est simplement un coiffeur et un amateur de théâtre. Nous avons João Maria, qui est lui vendeur de bronze et chef de la police du district de Fonte Santa, qui aujourd'hui a été renommé Paz de Reche. Nous avons aussi Ocelero, donc à savoir le trésorier, connu sous le nom de Antonio Martins. Lui, c'est un simple caissier qui travaille dans une grande rue commerçante de Lisbonne. Nous avons aussi Cosme de Araújo, qui est lui un ami du fossoyeur. Et enfin, Fernando Baleia, bien entendu Parreirinha et Diogo lui-même. Donc au total, ils sont 9. Et ils vont semer la pagaille et voler à tour de bras à Lisbonne, et ce pendant très longtemps. Ils auront été vraiment qualifiés de très prolifiques. Pour eux, Lisbonne, c'est un coffre à ciel ouvert. Ils se servent, ils y tuent, aucun problème pour eux. Ils sont pas inquiétés. Sauf qu'à force de toujours voir plus gros, vous vous en doutez bien, au bout d'un moment, ça coince. Et on arrive petit à petit vers l'acte qui mettra fin à la carrière de Diogo. Je préfère vous prévenir, à partir de maintenant, je vais vous raconter certains détails qui, si vous êtes un petit peu sensible, il vaut mieux skip. Donc je vous mets un timecode juste ici pour aller directement après toutes les explications. Je vous ferai un résumé, vous inquiétez pas. Vous êtes toujours là? Je vous aurais prévenu, hein. C'est pas forcément des actes très sympathiques et un petit peu barbares. Donc même moi je suis assez fébrile à l'idée de vous les raconter. Donc si vous êtes là, c'est que vous êtes sûr. J'espère que je ne vais pas heurter votre sensibilité. Vous avez été prévenu. Nous sommes le 26 septembre 1839. Il est 22 heures. Diogo et 3 membres de son gang s'introduisent chez le docteur Andrade, qui lui est en déplacement à ce moment-là. Leur plan est bien établi. Un serviteur à l'intérieur fait partie du coup. Des réunions se sont tenues plusieurs fois avant de commettre cet acte. À ce moment-là, dans la maison, il y a simplement la veuve du frère du docteur, donc Maria, accompagnée de ses 3 enfants. Une fois à l'intérieur, le plan était très simple. Fermer toutes les portes et s'occuper de la famille le plus vite possible. Manque de chance pour le gang, le fils de Maria, âgé de 25 ans, parvient à repousser l'attaque de l'un de ses assaillants, donc pour la petite précision, qui est un ancien soldat, le mec du gang, pas le fils. Le mec du gang, c'est un ancien soldat. Le fils, lui, fait pas partie de l'armée. Donc il parvient à le repousser, il se saisit d'un couteau de cuisine et va pour l'attaquer. Sauf que arrive derrière lui Diogo qui menace sa sœur âgée de 17 ans. Donc José, le fils, est averti par Diogo lui-même, qui se trouve derrière lui, de lâcher tout de suite son couteau, sinon sa sœur Vicenza, elle va y passer, tout simplement. Donc il se retourne et il voit Diogo avec Vicenza, donc il tient Vicenza qui est actuellement bâillonnée et sous la menace de son pistolet. Donc José se rend, il en est contraint, et Diogo va l'assommer avec la crosse de son pistolet. À ce moment-là, Vicenza arrive à se libérer et court vers la fenêtre pour essayer d'appeler au secours. Sauf qu'elle est très vite rattrapée, elle est mise à terre et elle est battue. Donc le plan s'est à peu près déroulé comme prévu, hein, à l'exception du coup d'un petit événement, on va dire, mineur dans ce qui s'était passé. À ce moment-là, tous les membres du gang font le tour de la maison, ils prennent ce qu'ils peuvent, ils détruisent ce qu'ils peuvent. La famille, elle est bâillonnée, elle est attachée, ils sont totalement impuissants devant ces 4 voleurs qui s'en donnent à cœur joie. Et vous vous souvenez ce que je vous ai dit? Diogo, il aime pas laisser de traces de témoins. Donc le gang décide à ce moment-là de battre à mort les 3 enfants de Maria sous ses yeux. Sans aucune forme de gentillesse, bien sûr, ils auraient pu faire ça très rapidement, mais non, ils prennent leur temps. Maria, donc la maman des 3 enfants, elle assiste à ça totalement impuissante. Et à ce moment-là, Diogo déclare qu'il veut s'occuper de la mère seul. L'histoire n'en dit pas plus, mais je pense que vous avez très bien compris. Après avoir commis leur acte délictueux et barbare, ils reviennent du coup à la maison du trésorier, et là ils se disent qu'il y a peut-être un témoin dont ils ne se sont pas occupés. Le serviteur, qui n'est autre que l'oncle de Diogo lui-même. Imaginez simplement, vous venez d'assister
à la mise à mort sans aucune forme de procès de vos maîtres que vous avez trahis. Et derrière, on vous dit, tu vas mourir toi aussi, parce que t'es gênant comme témoin. Et donc Manuel Alves se fait également exécuter ce soir-là dans la plus grande des précipitations. Le problème est que la précipitation est tellement grande qu'ils ont à peine le temps de creuser une tombe et que cette tombe sera trop petite. Et donc ils seront contraints de lui couper les jambes pour pouvoir faire entrer le corps en entier. Et c'est sous un tas de bijoux volés, sous un tas de fortunes et sous un tas de terre que Manuel Alves finit malheureusement sa vie. Quelques mois après, le 8 novembre, le corps de Manuel est retrouvé par la police. Et peu à peu, les membres du gang se font arrêter. Enfin, ils se sont fait arrêter. Et pour la petite histoire, donc, Manuel n'a pas été enterré derrière la maison du trésorier, mais derrière une maison que louait Diogo lui-même. Et dans cette maison, à ce moment-là, quand le corps est découvert, quand la police découvre le corps, à l'intérieur, il y a donc le fossoyeur. Et lui, il voit ça, il essaie de s'échapper. Il saute par la fenêtre et il est très vite rattrapé parce qu'il se cassera la jambe. Vous imaginez bien qu'avec une jambe de cassée, on court littéralement moins vite. Nous sommes maintenant le jeudi 20 février 1840. Diogo a 29 ans et il va être traduit en justice, ainsi que tous les membres de son gang. Dans la prison et forteresse de la ville, donc la prison de Limoeiro, pardonnez-moi, j'ai un peu de mal avec les prononciations en portugais, je suis pas encore très à l'aise. Dans la prison, et dans cette forteresse bien sûr, c'est l'ébullition. Tout le monde est venu assister à leur procès, il n'y a plus une place, toutes les classes se mélangent. Ça peut être du petit roturier jusqu'au plus grand des aristocrates. Tout le monde est présent dans la ville pour assister au procès, tellement celui-ci est important et tellement Diogo aura fait de mal dans cette ville. Malgré son implication reconnue, Diogo ne sera pas jugé pour les meurtres de l'aqueduc par manque de preuves. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit présumé? Mais une question se pose alors. Lui qui ne laissait ni trace ni témoin, comment est-ce qu'ils ont pu l'attraper? Comment est-ce qu'il aurait pu être nommé coupable pour quoi que ce soit? Eh bien, c'est grâce à la fille de Parreirinha, Maria da Conceição, âgée alors de 11 ans, qui va tout dévoiler à la police et qui va tout dévoiler également lors du jugement. Elle va témoigner contre Diogo, contre Parreirinha, donc sa propre mère, et contre tous les membres du gang. À ce moment-là, entre le procès et le meurtre du coup dans la maison du docteur, ils se sont passés 6 mois, mais Maria da Conceição reconnaît parfaitement les 4 bâillons que Diogo avait pris avec lui avant de partir pour ses méfaits. De plus, quand je vous parle de faits reconnus vis-à-vis de l'aqueduc, ce qui se passe également, c'est que quand Diogo allait voir Parreirinha, donc chez elle, il y avait toujours donc sa fille Maria da Conceição, qui, je le précise également, Parreirinha était une aubergiste, donc sa fille était très très souvent avec elle, et Diogo passait très souvent, que ce soit à l'auberge ou directement à sa maison, pour la petite précision. Et il adorait raconter ses aventures et tous ces épisodes de l'aqueduc. Quand je vous dis que ça a été reconnu, nous sommes maintenant le 15 juillet 1840 et la justice rend enfin son verdict quant aux 9 membres du gang. En ce qui concerne les condamnations, Diogo et 3 des membres du gang seront tout simplement exécutés et pendus. 4 d'entre eux seront exilés en Afrique entre le Mozambique et l'Angola. Et enfin, il en reste 2. Le danseur, connu sous le nom de José Coelho, qui lui écopera d'une simple, entre guillemets simple, condamnation de prison pendant 10 ans, vis-à-vis effectivement de sa faible implication dans le gang. Et enfin, le fossoyeur, connu sous le nom de João das Pedras, qui lui, de base, était censé être condamné également à mort, finalement, suite à ses aveux, sera condamné uniquement à la prison à perpétuité. Nous sommes le 19 février 1841. Diogo, surnommé Pacanda, connu sous le nom du tueur de l'aqueduc, est mené à la potence. À ce moment-là, certains documents attestent que ça aurait été la dernière personne à avoir été condamnée à mort au Portugal, ce que certains documents démontrent par du coup l'existence d'une autre mise à mort l'année suivante pour un autre voleur à Lisbonne, toujours. Aujourd'hui, comme je vous le disais, sa tête flotte dans un bocal de formaldéhyde que vous pouvez aller visiter
vous-même à l'université de médecine de Lisbonne. Ce qui vaudra du coup à Diogo pour l'éternité l'aspect de quelqu'un de calme. Ce qui n'était absolument pas le cas du tout selon les témoignages de l'époque qui rapporteraient plus une grande, voire même très grande instabilité mentale. Et dites-vous qu'à l'époque, les agissements de Diogo ont tellement intrigué les scientifiques que ceux-ci ont récupéré sa tête, et non pas juste pour l'exposer, mais bien pour étudier son cerveau et voir ce qui l'avait conduit à agir de la sorte. Même si l'hypothèse de sa chute de cheval étant enfant est largement mise en avant pour expliquer ses problèmes mentaux et son instabilité, c'est également quelque chose qui est très très souvent démenti, qui est pour beaucoup sans fondement finalement. À vous de juger. Le problème avec Diogo, c'est qu'il reste encore beaucoup de mystères qui ne sont pas élucidés. Et le premier, c'est lors de son arrestation, on retrouve dans ses affaires une clé. Et cette clé, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la clé qui permettait d'ouvrir l'aqueduc après qu'il ait été fermé à cause de ses accidents, si vous vous rappelez bien. Sauf que cette clé, elle est fausse. Pourquoi? On ne saura jamais est-ce qu'il possédait cette fausse clé de l'aqueduc. Il ne le dira jamais. Le deuxième mystère, c'est de savoir où il se cachait. Bien que la maison à côté de laquelle le corps de Manuel Alves, son oncle, a été retrouvé était louée à son nom, d'après les dires du fossoyeur, donc celui qui a tout avoué, il n'était jamais dans cette maison, ou alors très peu. Parfois il y était, parfois il était chez Parerigna, parfois il était à l'auberge de Parerigna, mais la plupart du temps on ne sait absolument pas où il se cachait. Ce qui veut dire que sa planque n'a jamais été découverte, même aujourd'hui. Ce qui signifie également qu'on n'a jamais mis la main sur le butin de Diogo. Et lui seul sait où est-ce qu'il se trouve. Et enfin, le dernier mystère, c'est est-ce que cette tête appartenait bien à Diogo? Eh bien, ceci est énormément remis en question également. Le registre de la prison, lui, fait foi d'un homme avec les cheveux noirs et les yeux noirs. Les témoignages de l'époque rapportent que Diogo avait les cheveux noirs et les yeux noirs, alors que la tête qui flotte tranquillement dans le formaldéhyde est plus blond, voire roux. Donc, à qui appartient cette tête? Nous ne saurons jamais. Alors au final, que penser de cette histoire? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est une glorification malsaine? C'est à vous d'en décider. On attaque le deuxième cas, et cette fois-ci, il est surnommé l'Éventreur de Lisbonne. Attention, on va attaquer le hard très très rapidement, donc petit timecode avec un résumé. C'est bon? Vous êtes prêts? Je sais pas. Nous sommes le matin du 31 juillet 1992, derrière un hangar situé à Póvoa de Santo Adrião. Pardonnez encore une fois mon portugais. Le corps de Maria Valentina, surnommée Tina, de 22 ans, est retrouvé sans vie. En plus d'avoir été étranglée, il semblerait que celle-ci ait subi plusieurs coups de couteau à l'abdomen et à la poitrine. Le fait le plus étrange, c'est qu'il semble qu'elle ait été vidée. Je m'explique. Il manque plusieurs organes, dont le cœur, une partie de l'intestin, une partie du foie et le vagin. À ce moment-là, aucune trace, aucune piste sérieuse. Certaines empreintes sont relevées, mais vous connaissez la police de l'époque, malheureusement, 92, la technologie n'est pas ce qu'elle était maintenant, malheureusement, et malgré plusieurs suspects, pas assez de preuves pour pouvoir en inculper un seul. 27 janvier 1993. Maria Fernanda, âgée de 24 ans, est retrouvée par des ouvriers dans un hangar, à Être Campos.
dans le même état que Tina précédemment, quelques mois auparavant. À une exception près, cette fois-ci, on lui a découpé les seins. Encore une fois, malheureusement, pas de piste sérieuse, pas de témoins, pas de traces, rien du tout. Rien qui permette de remonter à un véritable et fondé suspect. 15 mars 1993, c'est une troisième victime qui est découverte, exactement dans le même état, à une exception. Maria Jouan, âgée de 27 ans, est découverte à quelques centaines de mètres du premier corps, celui de Tina, qu'on avait retrouvé quelques mois auparavant. L'exception, dans son cas, c'est que l'état de décomposition était déjà très avancé et on n'a pas pu établir une liste précise des organes manquants. Petit résumé si t'as skip jusqu'ici, 3 femmes retrouvées mortes, pas d'empreintes, pas de traces, même mode opératoire, des suspects, mais rien de sérieux. En plus du mode opératoire, ce qu'il faut savoir, c'est que on commence à voir certaines corrélations entre les victimes. C'est-à-dire qu'elles s'appellent toutes Maria, elles ont toutes les cheveux noirs, sont toutes présumées prostituées et toxicomanes. Depuis, plus rien. Tout s'arrête. Net. Plus rien, pas tout à fait. On dénombre aux Pays-Bas, en République tchèque, au Danemark, en Belgique et même aux États-Unis des meurtres similaires avec exactement le même mode opératoire. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Même personne, des copycats, la police est perdue. On ne sait rien. Mon secret? Je suis le fils de l'éventreur de Lisbonne. Voici ce que Pedro Guedes, 22 ans, déclare afin de remporter l'audition de Secret Story saison 2 au Portugal. Nous sommes maintenant en 2011. Bien entendu, les producteurs n'en croient absolument pas un mot et décident de ne pas prêter attention à sa candidature. Cependant, l'information, elle va vite, même très vite. 30 novembre 2011, la police judiciaire déclare réouvrir le dossier de l'éventreur de Lisbonne. Sous quel motif? Après tout, ce genre d'émission attire énormément de menteurs et des personnes assoiffées de notoriété, de célébrité. Et bien, ce qui fait la différence, c'est que Pedro Guedes, avec lui, avait un carnet, celui de son père, et dans lequel étaient bien notifiés et bien détaillés tous les meurtres, ou quasiment tous. Mais il a fallu un certain moment pour que la police s'y intéresse réellement. C'est-à-dire que le paternel avait fait des interviews et des déclarations qui étaient un peu étranges. Você não pôs fio nylon, que eu até desconheço que é fio nylon, que eu ainda falei, só fio norte, não é isso, que é dos sapateiros, ou uma cediela. Ela, não, diga lá, Guedes, você disse, não, Felícia, você que está a falar isso. Sente que enganou Felícia Cabrita? Sim, porque... Só a ela ou ao sistema também? Não, ao sistema não enganei, porque... Jusqu'à une interview pour la chaîne RTP avec la journaliste Felicia Cabrita. Donc le père, José de son prénom, déclare à la journaliste: Je souhaite débarrasser ce monde de ces immondices. Je souhaite me venger de l'utérus qui m'a mis au monde. En référence, bien entendu, à sa mère qui aurait été elle-même prostituée et toxicomane. 13 mois, c'est long pour un innocent d'être en prison. Ça, c'est ce que déclara l'avocat de José après la décision du juge. Peu de temps après son interview et ses aveux sur quasiment tous les meurtres, y compris ceux à l'étranger, la police le tient enfin après 20 ans de recherche et de galère. 20 ans. C'est bon, ils l'ont. Ils sont tranquilles. Ils sont contents. Enfin, ils le tiennent. Sauf que le délai de prescription au Portugal étant de 15 ans, il est déjà dépassé de 5 ans. Mais, nouveau rebondissement, encore une fois, même s'il ne peut pas être inquiété pour les premiers meurtres dont je vous ai parlé, il y a des meurtres beaucoup plus récents et qui correspondent aux agissements de José. Par exemple, il peut être inquiété pour un meurtre commis en Allemagne, exactement dans la même ville, le même quartier et au même moment où celui-ci y a déménagé, ainsi que plusieurs autres qui ont été commis du côté d'Aveiro. En effet, lors de cette fameuse interview, peut-être sous le feu de l'action, je ne sais pas, ou dans une fougue d'explications, il va déclarer effectivement avoir tué ces filles-là en 2000. Enfin, il va être jugé à la hauteur de ses actes. Et on espère qu'il sera jugé largement comme il faut. Sauf que, rebondissement à nouveau, placé en détention provisoire, José dira
Ah mais non, en fait, c'était qu'une blague. C'est une blague que je fais des fois à mon fils. Petite blagounette entre nous. Paye l'odeur de la blague. Et finalement, il dira que tout ce qu'il a raconté, ce sont simplement des détails qu'il avait sortis d'un livre qui était dédié effectivement à l'enquête. Donc forcément, vous imaginez bien en 2011, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que la presse s'empare de l'affaire et va commencer à dire que tout a été orchestré par directement les directeurs et producteurs de Secret Story afin de remettre en avant leur émission qui, à ce moment-là au Portugal, subissait un petit peu quelques vacillements, on va dire, au niveau de son audience. À ce moment-là, on ne sait pas. Vraiment, ça a été démenti plusieurs fois de la part des producteurs que c'était absolument pas le cas et qu'à aucun moment ils auraient voulu du coup le mettre en avant. D'ailleurs, ce qui est très probable dans le sens où finalement ils en ont jamais joué finalement, ils ont jamais dit hey, on a le fils de l'éventreur de Lisbonne. Non, ils ont gardé ça pour eux, ça a fuité d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est bon, c'est les médias, ça va très vite en fait, hein, tout simplement. Donc il suffit qu'il y en ait un qui en ait parlé à un autre et le bouche à oreille. Enfin bref, je vais pas vous expliquer, je pense que vous comprenez très bien comment ça fonctionne ce genre de choses. Et bien entendu, dans les médias, parfois il est reconnu en tant que coupable, des fois non. Ça dépend des sources et ça dépend des journaux. La police, quant à elle, elle est persuadée qu'ils le tiennent. Ils en sont sûrs. Et ils se disent tout simplement, il revient sur ses propos, il revient sur ses déclarations parce qu'il sait qu'il va être inculpé. Que là, on a ses aveux, que dans sa fougue ou dans le feu de l'action, il a donné des informations qu'il n'aurait jamais dû, et là, il essaie juste de faire marche arrière. La police est persuadée qu'il n'est pas innocent, qu'il tienne le coupable. 16 janvier 2013, le jugement. Donc, comme vous l'avez compris, José Guedes a été acquitté par le juge sous le motif qu'il n'y avait pas assez de preuves et devant un doute insurmontable de sa culpabilité. Lors de sa sortie du tribunal, lui et sa famille ne souhaitent pas communiquer quelques informations que ce soit, ils ne souhaitent pas faire de déclaration à la presse. L'avocat de José, lui, confiera par contre à la presse qu'il pense commencer du coup une demande d'indemnisation vis-à-vis du temps qu'il aura passé en prison tout en étant finalement innocent. L'avocat de José, lui, confiera à la presse qu'il souhaite mettre en place une demande d'indemnisation envers les personnes responsables de son emprisonnement, malgré son innocence. Et ça, malgré le juge qui va lui rappeler quand même, pendant la séance, que son comportement est inacceptable au fait d'avoir saisi la justice, au fait des moyens, que ce soit humains et matériels mis en place, et tous les frais que cette histoire a engendrés. Et le juge finira par cette phrase. Méditez bien là-dessus si jamais il vous vient à l'esprit de vouloir redevenir célèbre. Et j'imagine que là, du coup, vous vous dites tout ça pour ça, et à juste titre. Mais un élément de l'enquête fait toujours planer le doute et explique pourquoi, à l'heure actuelle, José Guedes n'a fait aucune demande et on n'entend plus parler de lui. Et cet élément, c'est qu'entre le 13 et 16 janvier 2000, José aurait bel et bien approché une des victimes à Cassia afin de profiter de ses services. Et selon les différents rapports, cette date correspond parfaitement avec la date du décès de cette victime. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse vous faire vos propres avis concernant ces deux histoires. Mon but ici n'est que de les présenter, pas d'apporter un point de vue. Je vous les apporte tels que je les ai trouvés et avec le maximum d'informations possibles. Je vous mets de toute façon les sources en description. Loin de moi l'idée de vouloir poser un avis sur la culpabilité de qui que ce soit. Je ne suis pas là pour ça, qu'on soit bien d'accord. Donc je vous laisse ici et je vous souhaite une bonne continuation sur YouTube. N'oublie pas de t'abonner. Merci.